Auteur, compositeur, interprète, il est l'un des artistes les plus novateurs de la scène réunionnaise. Personnalité aux multiples facettes, il nous raconte ici ses rencontres, ses origines, sa vision du monde et les questions qui l'amènent toujours un peu plus à s'interroger. Qui sommes-nous au fur et à mesure que le temps passe ? Quelle est notre place dans la société ? Pourquoi sommes-nous là ? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Vous êtes déjà tellement nombreux, alors merci. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. Je suis ravie d'accueillir Thias sur Gaillard Média. Bonjour Thias. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis tout aussi ravi que toi d'être présent. Ouais. Et ça faisait longtemps en plus, hein ? Ça faisait un petit moment. Moment. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai une petite tendance à m'engager dans tout ce qui me fait vibrer et à l'exprimer à travers la musique, des actions sociales. En fait, je fais beaucoup d'interventions auprès des publics qui me touchent et qui, je crois, peuvent avoir des interventions qui peuvent avoir un impact sur le bien-être de ces publics-là. Et voilà, donc j'ai envie de m'impliquer à travers la culture, dans le social, quoi. D'accord, alors Thias, c'est un pseudo ? Thias, c'est mon petit nom gâté. Maman t'appelle à moi Thias quand il était petit. Et voilà, j'ai voulu, en prenant ce nom d'artiste, partager un peu cette intimité-là. D'accord, alors ton petit nom gâté, parle-nous un petit peu de ton enfance, dans l'environnement familial dans lequel tu as grandi. Alors une enfance heureuse, bien évidemment. Bon voilà, je marmaille la Réunion, donc difficile de dire que le cadre n'était pas propice à être heureux. Avec un accès à la culture, à la musique de mes parents, les vinyles qui traînaient à droite à gauche, les cassettes de jazz, de chansons françaises, de folk, Simon & Garfunkel, Dylan, Tracy Chapman, de la soul, du rock. Des parents qui avaient une culture internationale très large et qui aimaient aussi bien leur petit Sega Piqué et les vieux Donna, Farerol, Joron et autres. Voilà, il y avait vraiment ce mélange-là chez moi. Et deux parents enseignants qui m'ont transmis aussi cette fibre sociale et impliquée là aussi. Et voilà, donc très très tôt, je me suis mis à écrire, à composer. Je dis très tôt, c'est ça, je devais avoir 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et avec une très très grande timidité qui me caractérisait à l'époque. Et cette découverte de la musique comme un moyen d'expression, un moyen d'ouverture, a été pour moi vraiment, je crois, la béquille ou le soutien principal et qui est devenu un pilier dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, même m'y espérer pendant longtemps. Oui, alors tu parles de tes parents qui étaient enseignants, il me semble que tu es aussi devenu enseignant. Exactement, c'est ça. Je suis devenu enseignant également, donc j'ai été enseignant pendant 9 ans en région parisienne, à Gennevilliers exactement. À quelle classe tu faisais ? J'ai fait des TPS, donc des toutes petites sections, jusqu'au CM2. Et voilà, j'ai fait tous les niveaux en fait. Et parce que lorsque tu es enseignant dans ces zones où il y a énormément de passages, énormément de turnover, Gennevilliers, il faut savoir que c'est la ville de France où tu as le plus de logements sociaux. D'accord. Et donc c'est une zone où malheureusement très peu d'enseignants veulent venir travailler. Et lorsque tu sors de l'institut de formation, tu te retrouves obligatoirement affecté dans des zones où il y a très peu d'enseignants qui veulent rester. Donc c'est un peu dommage parce que ce ne sont pas des enseignants chevronnés qui viennent là. Ouais. Mais voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir à travailler là-bas, donc pendant 9 ans. Et je suis rentré à La Réunion après avoir pris cette décision de m'impliquer à 100% dans la musique. Et aujourd'hui, l'enseignement me titille de nouveau. Ouais. Et voilà, une petite exclue, je vais reprendre l'enseignement cette année en cumulant avec mon métier d'artiste, quoi. D'accord, voilà. Oui, parce que finalement, ce besoin, ces valeurs finalement de transmission que tes parents t'ont donné, c'est ancré en toi. C'est ancré et j'ai continué tout en développant mon projet d'album et des collaborations que j'ai pu mener à droite à gauche. J'ai continué à transmettre, que ça soit au Marmaille,
au public empêché, comme on appelle ça, donc les gens dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les EHPAD. Là, je bosse pour une association qui s'appelle La Page pour les adultes en situation de handicap. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité de me nourrir de cet échange, parce que c'est un véritable échange, je ne fais pas que donner. Vraiment, il s'agit de transmission dans les deux sens. Dès que je peux essayer de vivre une nouvelle expérience de cet ordre-là, je saute dessus, m'y bec dedans, et ça nourrit aussi une nouvelle dimension de ma personnalité et mon projet artistique, clairement. Donc, transmission, une des valeurs avec lesquelles tu as grandi. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais citer comme ça, qui t'ont construite en tant qu'homme ? Je crois que en fait, dans la transmission, clairement, toutes les valeurs qu'il va y avoir là-dedans, pour moi, c'est la remise en question de qui on est au fur et à mesure du temps qui passe et comment est-ce qu'on évolue. Et donc, se questionner sur l'identité, se questionner sur quelle est notre place dans cette société. En fait, je crois qu'à chaque fois, c'est marrant, c'est un espèce de cycle. Tu repasses par les mêmes questions et le temps te fait avancer, le temps te fait rencontrer de nouvelles personnes qui font évoluer ta pensée. Et à chaque fois, tu reviens sur les mêmes questions et tu avances. Et tu continues, tu construis. Tu essaies de transmettre ce que tu peux autour de toi et de récupérer ce que tu peux avec les personnes qui t'inspirent. Et donc, voilà. Bon, j'ai 2 filles. Donc, clairement, parmi les choses qui m'inspirent aussi beaucoup, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir grappiller à droite et à gauche pour donner des outils forts à mes filles dans une société où la place de la femme est, je dirais, plus que jamais... importante à valoriser. Voilà, j'ai envie, à travers mon petit parcours, d'être une personne qui va pouvoir inspirer les plus jeunes, quoi. Voilà, et donc, forcément, je vais chercher large à peu près dans tous les sujets qui m'entourent. Ouais. Alors, tu parles d'outils. J'aime bien parce que la petite baguette est pas loin. Justement, à travers toutes les expériences professionnelles, musicales, rencontres, tu as dû faire face à des hauts, à des bas, à des déceptions, à des échecs. Quels sont les outils que tu es allé chercher ou que tu avais en toi, soit que tes parents t'avaient donné ou que tu as acquis avec le temps et qui t'ont permis de te relever de ces moments difficiles ? Alors, je dirais l'outil principal qui me permet de continuer à croire en la musique aujourd'hui, c'est un optimisme à toute épreuve. Et cet optimisme à toute épreuve, il va être exploité. Comment dire ça ? À travers une remise en question qui me donne la possibilité à chaque fois d'évoluer sur un nouveau projet qui va révéler une nouvelle facette de moi. Et donc optimisme et chercher au fond qui je suis et qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je peux apporter sur le petit passage d'une centaine d'années au mieux qu'on peut avoir sur cette planète. Qu'est-ce que je peux avoir à laisser comme trace de ce passage. Je suis toujours autour de ça. Essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'ai pu obtenir, qu'est-ce que j'ai eu la chance de donner et qu'est-ce que je me donne comme responsabilité pour transmettre des choses. Et en fait, je parle d'une remise en question sur l'esthétique musicale que je vais produire, mais aussi d'une remise en question sur la façon dont je vais travailler avec des personnes autour de moi, sur les sujets que je vais aborder, sur la société, quels sont les besoins qu'il y a dans cette société aujourd'hui. C'est pas anodin si chacun de mes albums a une implication forte et un engagement fort sur des sujets de société marquants, que ce soit l'écologie, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, la place de la femme dans la société, la remise en question de l'homme dans cette société qui
société créole particulièrement, qui malheureusement fait partie voilà, La Réunion fait partie des 3 premiers sur le podium des hommes violents. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'homme pour essayer de contribuer, en tout cas essayer de donner, de véhiculer des idées, des messages qui peuvent être questionnants, sans être quelqu'un qui va être moralisateur, mais voilà, questionner. Toujours en étant le plus possible positif, optimiste, parce que je crois que cet optimisme-là est porteur d'action. Et si on n'a pas cet optimisme, on ne fait que tourner autour de ces sujets et on s'enferme avec un vrai risque de ne pas être productif du tout, ne pas servir ce projet-là qui est pour moi important, de dire je veux laisser une trace de ces réflexions, de cette... il paraît qu'en vieillissant, on mûrit et on prend une forme de sagesse. Quelle forme de sagesse, moi, du haut de ma 40 et quelques et unième année, non, j'ai 44 ans cette année, et comment est-ce que je peux, à mon niveau, laisser des petites idées. Voilà. Donc c'est par l'écriture, par exemple, de ces dernières chansons là qui sont encore plus personnelles que les précédentes. Je réalise bien à travers ces sujets que j'ai plus envie de m'amuser à tourner autour tourner autour des sujets. J'ai envie de parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me touche et de ce qui peut toucher les gens. Ne plus s'intéresser au superflu et aller directement... Voilà, j'ai envie d'aller là-dedans. Ouais. C'est un peu une forme... un peu la recherche d'une forme d'immortalité, de vouloir laisser sa trace. C'est vrai. C'est comme le fait d'avoir des enfants, tu vois. Parce que quelque part, on transmet nos passions, nos valeurs, on transmet aussi un peu de notre ADN. Marma, il ressemble à moi un peu. Et il y a quelque chose de cette recherche-là. Alors, c'est vrai que à travers la musique, tu le réalises vraiment un peu plus tard, qu'il y a une recherche d'immortalité. Peut-être que moi, je suis en train de le comprendre là en ce moment. J'ai envie de contribuer à quelque chose. Et ouais, c'est vrai que j'aime bien cette expression. On dit on meurt 2 fois de sa mort naturelle, et puis la dernière fois qu'on prononce ton nom. On aimerait bien vivre longtemps, c'est vrai. Ouais. Non, mais à mon sens, je me dis, tu vois, c'est un peu cette quête. L'être humain est en continuel et perpétuellement en quête d'immortalité. Mais est-ce que ce serait pas ça, justement, l'immortalité, en laissant une trace, que ce soit musicale, que ce soit finalement, même quand quelqu'un s'en va, dans le souvenir, il est immortel, finalement. Oui, c'est ça. J'aime bien croire en ça, c'est vrai. Et autant que possible, dans les œuvres artistiques que je veux créer, que ce soit de la musique pure ou d'autres formes. Je suis en train de travailler actuellement sur de la comédie musicale. J'ai travaillé sur du théâtre aussi. Se dire qu'il y a un autre aspect qui m'oriente encore vers de nouvelles formes de créativité. Je me suis orienté aussi sur la danse à un moment. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. L'expression corporelle, la sculpture, les arts plastiques, les arts visuels de façon générale, la réalisation de clips, la comédie. Se dire que tu contribues à ta petite façon à un édifice culturel, avec à chaque fois aussi un dénominateur commun, c'est parler de cette chance que j'ai d'être né sur une terre où il y a un métissage culturel qui est particulièrement fort. J'ai envie d'en parler à ma façon, avec les outils que j'ai à ma disposition, mais aussi avec les choses dans lesquelles je crois. J'ai envie de garder ce projet artistique que je veux faire vivre avec toutes ses facettes. J'ai envie de le garder ouvert le plus possible pour pouvoir rayonner à l'échelle nationale ou internationale et faire rayonner cette culture, mais aussi pour pouvoir attirer d'autres personnes qui vont pouvoir continuer à la faire vivre, en fait, cette singularité, la réunionnaise, quoi. Alors, je voulais revenir, moi, à une question que tu te poses
Je crois qu'on se pose tous. Mhm. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Quelle est la raison de notre passage sur cette terre, dans cette vie ? Est-ce que tu as pu trouver un début de réponse ? Je continue à chercher, mais plus ça avance, plus les réponses s'offrent à moi. En fait, comme je te disais, je suis quelqu'un qui était très 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 timide, une personne qui avait une peur panique du jugement des gens sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il exprime. Et cette crainte-là, qui dissimulait un gros manque de confiance en soi mais malgré tout une très grande sensibilité au monde qui l'entoure, me sert aujourd'hui dans le sens où j'explore tout doucement, petit pas à petit pas, et j'observe que j'ai des atouts qui sont pas négligeables. C'est que j'aime les gens profondément. J'aime la culture qui m'a amené et qui me fait pousser qui m'a fait pousser à là où je suis aujourd'hui. Et je suis, je crois, avec les différentes pièces de puzzle là, que j'ai pu construire au fur et à mesure, ou qui se sont construites toutes seules, à un stade où j'ai la sensation d'être une personne qui peut transmettre des idées, transmettre des valeurs, transmettre des messages forts sans être un politicien, sans être un activiste avec l'agressivité que ça peut comporter parfois, ou la rage ou la colère. Je suis simplement quelqu'un qui a envie de raconter ce que peut être un Réunionnais né dans les années 80 et ce qu'on peut devenir à l'échelle internationale. Pourquoi je parle d'international ? C'est que je trouve que notre culture réunionnaise est malheureusement encore un petit peu trop sous-valorisée par rapport à ces cultures régionales qui constituent la culture nationale. Je suis très fier d'être français, mais j'ai aussi envie vraiment de valoriser ce qu'on a de spécifique ici. Et j'ai la sensation que, à travers un projet artistique qui ouvre, qui donne des clés de compréhension sur ce qu'est le Maloya, sur ce qu'est la culture réunionnaise, sur ce qu'est la langue réunionnaise, cette langue très très imagée, sur cette philosophie finalement de vie qui, je crois, est unique au monde. J'ai la sensation que je peux faire partie de ceux qui contribuent à la faire vivre un peu plus loin. Donc j'ai envie, et je me positionne de plus en plus, là notamment sur ce 4e album qui est le premier sur lequel j'ai un distributeur national et un éditeur, et un label national. Donc voilà, avec vraiment cette idée de développer le projet un peu plus loin. Je me dis que ça fait partie peut-être des petits indices dont j'avais besoin pour me conforter dans l'idée qu'il ne faut pas lâcher. Même si c'est complexe, même si le fait d'être sur une toute petite île et que c'est compliqué de développer son projet au national, quand je parle de projet, c'est de raconter ce qu'on a de spécifique ici, et de raconter ce que je suis moi, parce que bon, voilà, je parle en tant que porte-étendard d'une culture, de la culture réunionnaise, mais pas que, en fait, voilà, de qui je suis moi, simplement. Culture plurielle, bien sûr. Voilà. Et j'ai envie ça me donne confiance en le fait que j'ai peut-être quelque chose d'assez légitime. Et ce terme légitimité-là, il est en train de prendre plus de place. Peut-être que pendant des années, je me suis freiné. J'ai eu peur de ne pas être à ma place. Voilà. Donc là, plus ça va, plus je m'autorise. Donc là, tu vois, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de composer pour d'autres, j'ai envie de
de reprendre le chemin de ces différentes formes d'art que j'avais pas assez exploitées. On est tous légitimes pour parler d'éducation, on est tous légitimes pour parler de langue, pour parler de ces évolutions de la culture réunionnaise. Voilà. Donc j'ai envie de me positionner aussi. Pourquoi attendre en fait. Donc en quelque sorte, tu as répondu à la question, quelle est ma mission de vie ? Voilà, oui, c'est ça, ma mission de vie. Ouais, c'est vrai, oui, c'est ça. En quelque sorte, voilà, je crois la voir apparaître comme ça. Je veux me positionner comme un acteur culturel et social. Et ça me donne envie de me lever le matin. Et ça me donne envie de me lever, de dire... j'ai envie d'écrire sur un sujet. Là, par exemple, je travaille avec des personnes en situation de handicap. C'est un vrai kiff de dire que je suis une personne avec des compétences. C'est un espèce de heureux hasard que je me retrouve avec ces compétences-là. Une forme de bienveillance qui est nécessaire et de remise en question qui est nécessaire pour travailler avec des adultes qui sont polyhandicapés, mais qui ont tous une appétence, en tout cas ceux avec qui je bosse, qui ont tous une appétence pour la musique, pour le chant, pour la danse. Voilà, j'essaie d'apporter ce que j'ai à ce moment-là, et ça m'épanouit en fait. Et la vraie question qui a donné naissance à ce dernier album, c'est qu'est-ce qui nous épanouit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'épanouit moi ? Qu'est-ce qui fait que je vais être heureux dans les années qui vont venir et que je vais continuer à avoir envie de me lever le matin. Ouais. Et donc voilà, je suis complètement là-dedans en ce moment. Tu parles, on va continuer juste un petit peu sur la culture réunionnaise. Tu chantes en français. Ouais. En anglais et en créole. En créole. Ouais. Par choix pour suivre une ligne éditoriale, ou c'est parce que ces trois langues t'inspirent ? Enfin, pourquoi ? En fait, si on procède, je dirais en escargot là, le créole parce que c'est ma langue natale, parce que Bien c'est sûr. ma culture. Le français parce que je suis vraiment très très fier de cette culture française qui m'a amené à la poésie, qui m'a amené à la littérature, à la philosophie. Voilà, je crois que la culture française est d'une richesse vraiment particulièrement qui mérite d'être soulignée. Et la culture anglo-saxonne, c'est celle qui m'a permis de décoller. Et de décoller, c'est-à-dire d'oser chanter, reprendre des chansons de ces grands artistes des années 80-90, moi, qui me touchaient vachement. J'ai commencé la musique un peu en me cachant derrière ces références-là, voilà, de la folk rock, pop folk américaine, anglaise, qui me faisait vibrer. C'était un moyen pour moi de construire les bases techniques nécessaires au chant et à la guitare, à la musique de façon générale. Ouais. Et là-dessus, j'ai osé au bout d'un moment greffer mes propres textes, en français d'abord, et ensuite en créole. Donc ça a été assez marrant comme parcours, parce que ça a été vraiment un chemin d'assumer des différences, une singularité, et se dire j'ai la chance d'être issu de ce melting pot là, de ce bouillon multiculturel, et j'ai envie de m'accepter comme je suis. Et en fait, cette histoire est-ce que c'est un choix éditorial ? Franchement, les choix éditoriaux, je crois qu'ils sont avant tout, là, moi, dans mon projet artistique, parce que je n'ai pas de directeur artistique qui va me dire fais ci, fais ça. Ces choix éditoriaux, ils sont dirigés par le fait que j'ai envie de parler à une population locale, le fait que j'ai envie de parler à un public national, et que j'ai envie de faire rayonner cette singularité à l'international. Évidemment. Voilà. Donc on est sur un projet que j'essaye de rendre
pop, que j'essaie de rendre pop dans le sens où il n'est pas destiné à des musiciens pointus qui connaissent et qui comprennent les spécificités du Maloya ou d'une forme de jazz, voilà, parce que le Maloya est aussi considéré par certains comme une forme de jazz. J'aimerais simplement qu'il touche un maximum de gens qui ont une sensibilité proche de la mienne, quoi. Voilà. Et, donc voilà, pas de choix éditoriaux particuliers, juste l'envie de partager. Ouais. Tu parles du coup en créole puisque c'est ta langue natale, mais par contre là, par exemple, depuis le début de notre échange, tu es principalement dans l'expression du français. C'est vrai. C'est vrai, c'est parce que mes parents m'ont fait grandir là-dedans aussi. Je fais partie de cette génération de marmailles qui... Oui, moi aussi. Hein. Et voilà, c'est ça, cette génération de marmailles qui ont baigné tout autour de moi. Il y avait des gens qui parlaient créole, mais au sein de la cellule familiale même, mes parents considéraient ça comme un espèce de frein au développement. Et voilà, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'eux-mêmes, ils ont eu ces freins-là quand ils étaient marmailles parce qu'ils ont grandi, eux, dans une famille qui parlait créole et pas bien français. Et ils l'ont vécu comme un frein à l'accès à la culture française plus globale. C'était des complexes qui ont été très très mal vécus par la génération de mes parents. Et j'ai découvert le créole vraiment finalement, où j'ai embrassé mon identité créole à partir du moment où je suis parti faire mes études en métropole et où j'ai vu les Basques, les Bretons, les Occitans, les Alsaciens, Corses qui étaient hyper fiers de leur culture régionale. Et je me suis dit, qui suis-je ? Et qu'est-ce que je fais avec cette force-là ? Et est-ce que je continue à la négliger ? Comment est-ce que je la mets en lumière ? Et donc, j'ai commencé à oser écrire en créole, alors que jusque-là, c'était presque tabou, quoi. Et voilà, donc je me la suis appropriée, et cette facette de ma culture. Et aujourd'hui, ça fait entièrement partie de moi. Mais c'est vrai que quand nous causons ensemble comme ça, il pose à moi la question d'abord, mais qui ça écoute à nous ? Et parmi les choses qui me semblent importantes dans ce projet de vie, c'est rendre accessible la culture réunionnaise à tous ceux qui auront envie de la découvrir. Et si m'y fait uniquement mon causé à des Réunionnais, ce serait presque du gâchis parce que à chaque fois que m'y cause uniquement en créole avec des créoles et que je n'ouvre pas cette compréhension, ces images à un public deux oreilles ou même de créoles qui parlent pas créole, parce qu'il y en a quand même encore je dirais, qui n'ont pas fait leur raccord avec leur culture réunionnaise comme moi j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et ce serait presque du gâchis, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de partager au public le plus large possible. Et si tu fais les causes en anglais, on fait causes en anglais. Non, mais c'est marrant parce qu'on a tous eu plus ou moins le même rapport à notre culture, justement, en partant de l'autre côté de la mer. C'est ça, mais oui. Tu vois. Et tu te rapproches de ton... de cette culture forte, quoi. C'est ça. Ça a été le cas pour toi aussi. Et finalement, c'est l'éloignement qui te permet un rapprochement avec ta culture. C'est dingue, hein. Alors moi, je veux revenir sur les questions qu'on se pose tous. Tu vois, ces questions un petit peu... qu'est-ce qu'on est venu faire là ? Pourquoi on est là ? Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que Thias est quelqu'un de spirituel ? Indéniablement, oui, clairement. Je pense que si je n'avais pas été quelqu'un de spirituel, j'aurais jamais été intéressé par l'écriture et la composition. J'aurais été artiste-interprète, simplement. Pourquoi alors ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai envie de faire part de ces découvertes, de ces petites découvertes que je peux faire au quotidien sur le monde, sur ma vision du monde. C'est une vision très subjective, mais c'est à chaque fois des choses toutes ces petites choses personnelles-là qui me renvoient qui nous renvoient à une forme d'universalité, dans le sens où ce que j'observe, ce que je comprends, résonne avec tout ce que je vais chercher dans le monde entier. Je suis très très curieux des réflexions que vont porter les artistes et les penseurs, les philosophes sur
sur le monde, des gens du monde entier, de ces cultures tribales aussi qui m'intéressent particulièrement. Je vais chercher vraiment un peu partout. Et ça m'intéresse énormément d'aller piocher dans ces ressources-là pour m'enrichir et essayer de partager mes petites découvertes. Et donc, spirituel... alors, on parle de spiritualité, on pourrait décliner la spiritualité sur la dimension théologique, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est profondément humaniste. Je crois en l'homme de façon générale et j'ai vraiment une très, très forte foi en l'homme. Et j'ai la sensation que plus on va chercher à creuser, plus on va réaliser les écueils dans lesquels on peut tomber si on ne réfléchit pas, si on ne se remet pas suffisamment en question, meilleur on devient. Et si je pars sur ce que j'ai pu laisser comme trace déjà là, depuis que j'ai commencé à écrire en tant qu'auteur-compositeur, mon premier album était très orienté sur qu'est-ce qu'on fait là. Il s'appelait Astea Nulela. Je m'interrogeais sur ok, nous avons une histoire qui est dure, qui est celle de l'esclavage à La Réunion. Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait que rester sur cette histoire un peu cruelle, pas qu'un peu, qui est une histoire qui est très cruelle parce qu'elle a été vécue, vraiment dans le sang et dans le dur par énormément de personnes, de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire ? Est-ce qu'on s'en inspire pour construire quelque chose de positif ou est-ce qu'on continue à ressasser uniquement la difficulté et les conséquences de la violence de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment fait-on pour la construire ? Donc ça, c'est mon premier album. L'album suivant, je suis parti sur une évolution, je dirais, encore un peu plus positive dans le sens où voilà, je rêve d'un monde dans lequel on aura tous notre place et comment je fais pour essayer, à mon niveau, d'inspirer un maximum de gens. Et il s'appelait Un rêve, un monde, l'album suivant. Le suivant, il s'appelle Liens. Je m'interroge sur quels sont les liens qui nous connectent les uns aux autres en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui nous rappelle, quand on se réveille chaque matin, qu'on a notre place, qu'on fait partie d'un réseau qui va nous nourrir et qu'on va pouvoir continuer à nourrir. Et comment faire, et je m'interroge à chaque fois, comment faire pour contribuer de façon positive à faire en sorte que le monde de demain se porte mieux que celui qu'on vit aujourd'hui. Et l'album qui sort là, il s'appelle Rayonne et en fait il parle de cette question fondamentale que je me pose depuis encore un peu plus là depuis quelques années là. Donc c'est cette question essentielle qui a donné naissance à cet album, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rayonner davantage, pour rayonner notre singularité, notre personnalité, pour faire rayonner ce qu'on a de spécial et inspirer les gens, mais que chacun le fasse pour qu'on s'inspire tous les uns des autres, pour qu'on se nourrisse tous les uns des autres et qu'on arrête de s'éteindre sur les difficultés qu'on vit dans ce monde actuel. Parce que voilà, il est évident qu'on n'a jamais été aussi informé des difficultés du monde. On n'a jamais été aussi informé de la misère qu'il y a autour de nous et de la complexité en fait à évoluer dans cette société qui est pleine de besoins, de plus en plus pleine de nouveaux besoins, de plus en plus pleine de nouvelles frustrations. Il y a énormément de choses que l'on peut mal vivre. Comment faire pour construire quelque chose de positif là-dedans ? Et voilà, donc je continue à m'interroger. Donc je crois que c'est un peu ma forme de spiritualité. J'essaie de la vivre comme ça, moi, en écrivant, en laissant des traces. Et ce que je crois est intéressant, quand tu laisses des traces, quand tu sors un album, quand tu crées quelque chose, tu peux la regarder avec du recul et te dire, ok, j'en étais là à ce moment-là, ça m'évite de tourner en rond et de reprendre à chaque fois les mêmes réflexions. Donc, ok, j'en étais là à ce moment-là de ma vie, c'est une étape,
et je continue à pousser ma réflexion un peu plus loin avec de nouvelles perspectives et de nouvelles rencontres qui vont m'amener encore vers de nouvelles réflexions. Ouais. Alors tu dis que tu crois en l'homme quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Ouais. À l'heure actuelle, tu arrives à garder espoir, à garder un œil positif sur l'homme, le genre humain de manière globale. Je garde un œil positif dans le sens où je me dis, bon, il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle, d'autres sur lesquelles on n'en a pas. Celles sur lesquelles on n'en a pas, ça sert à rien de s'inquiéter parce que de toute façon, ce qui va arriver arrivera. Celles sur lesquelles j'en ai, c'est ce que je peux faire moi à mon niveau et ce à quoi je peux contribuer. Je peux contribuer à une évolution des mentalités, ne serait-ce que en tant que papa, par rapport à mes enfants, leur rappeler que l'argent ne fait pas que le bonheur. Il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur aussi, c'est pas tout à fait la même idée. Leur rappeler que ce qui les rendra heureuses et qu'elles l'expérimentent surtout, parce que tu as beau dire l'être humain est un être d'expérience, leur faire expérimenter le fait que ce qu'elles vont produire et ce qu'elles vont générer va être une source d'épanouissement profond. Et déjà ça, si à mon niveau je peux contribuer à faire pousser mes marmailles avec ces valeurs-là et essayer dans la mesure du possible d'être le plus intègre, le plus réfléchi, le plus mesuré dans ce que tu vas offrir au monde, dans tes choix là, d'orientation. Là, par exemple, la plus grande, elle veut faire ses études, elle est dans un moment où elle s'interroge, qu'est-ce que je vais faire, quelle place je veux tenir dans cette vie, aller l'aider à trouver les points de force qu'elle a, les points de faiblesse aussi qui pourraient être renforcés. Et simplement voilà, essayer de contribuer. Voilà, moi, c'est à ça que je veux servir, en fait. Et j'y crois. En fait, la jeunesse m'aide à y croire. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le fait de reprendre l'enseignement cette année me fait du bien, je crois. C'est que j'ai envie de reprendre un peu cette source d'inspiration-là que tu retrouves chez les jeunes, cette innocence qui continue à exister et qui continuera toujours à exister, même si le monde est en feu et que rien ne va plus. Ouais. Un enfant a cette innocence-là et a un espoir que tu ne peux pas ignorer et dont on a intérêt, nous, adultes, à observer avec avec l'œil de l'étudiant, quoi. Et voilà, parce qu'ils ont énormément de choses à nous enseigner, en fait, les enfants, sur cette facette-là. Ouais. Voilà. Donc oui, j'y crois. J'ai envie de continuer à y croire. Ouais. Croire en la beauté du monde. Ouais, croire en la beauté du monde et la sublimer dès que je peux. Ouais. Ça demande par contre de se mettre des œillères aussi. Et parfois, lorsque tu chantes un texte hyper positif, on peut te donner la sensation que tu es à côté de la plaque parce que franchement, ou de vieux âge, où les censés quand même connaître que le monde n'est pas aussi simple. Mais si tu y crois, il le sera un peu plus. On a encore le droit de rêver, même si tout s'effondre. C'est ça. Hein c'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as, quand on est inspiré par la spiritualité, moi j'aime bien dire ça, inspiré par... parce que finalement, quand on est un peu dans cette spiritualité quotidienne, on vit avec, on pense de cette manière, on est constamment en train de se poser des questions. Est-ce que tu as mis des choses en place dans ton quotidien, des petits rituels qui te permettent de toujours maintenir cette valeur, cette notion de positive attitude pour essayer de garder toujours un regard objectif, positif sur le monde? Est-ce que tu as mis des choses en place pour essayer d'être toujours centré pour continuer à accueillir ce qui peut t'arriver C'est un véritable exercice. C'est un véritable exercice parce que les choses que tu as pu mettre en place à un certain moment de ta vie ne te comblent plus. Du coup, tu dois en chercher de nouvelles par rapport à
à ce qui t'inspire à l'instant présent. C'est ça. Et là, actuellement, moi, le fait de cuisiner, ça m'inspire énormément. Ouais. Cuisiner parce que c'est une façon de faire du bien aux personnes que tu aimes directement. Et parce que ça nécessite d'analyser finement les goûts de ces personnes que tu aimes. Ça nécessite d'être à l'écoute de ces petites remarques, de ces mimiques parfois. Et tu te dis, OK, ça lui plaît, ça lui plaît, ça fait... OK, génial, et ben, je testerai quelque chose. Ouais. Et la cuisine, ouais, ce qui est top, c'est que il y a une forme de gestuelle et on a ça, une pratique ancestrale quand tu fais la cuisine qui me recentre et qui me permet de dire je fais quelque chose de positif que faisaient mes ancêtres et que j'espère ma descendance fera aussi. Donc voilà, la cuisine, ça c'est quelque chose de très très fort. Tout un art, la cuisine. Ouais, c'est tout un art, clairement. L'écriture, parce qu'étrangement, même lorsque tu ne sais pas ce que tu vas écrire, quand tu commences à écrire, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sortent. Ouais. Et ça permet de prendre un recul, de regarder avec du recul ce qui était en toi à un moment T. Ouais. Pas d'angoisse de la page blanche, pas de... Il y a tout plein d'exercices pour se débarrasser de l'angoisse de la page blanche. Donc voilà, j'ai des petits jeux d'écriture que je mets en forme en atelier quand je le fais avec d'autres personnes et que j'utilise sur moi aussi. Oui, le journaling, c'est l'écriture un petit peu automatique, ou se fixer sur un... C'est ça, se donner un objectif ou simplement prendre quelques mots au hasard et essayer de faire rimer. Et à partir du moment où ça rime, tu te dis c'est ouf, on va sur donner du sens à quelque chose. Et hop, il y a des petits bouts de ficelle comme ça qui se mettent à apparaître et finalement tu déroules les bobines, quoi. Et le sport aussi. Le sport, c'est quelque chose de particulièrement important pour moi. Alors voilà, malheureusement, j'arrive pas à toujours trouver le temps d'en faire, mais j'observe avec à chaque fois surprise à quel point le fait de s'oxygéner le cerveau te permet de voir le monde sous un autre angle. Et c'est assez fou comme on peut négliger ça et se dire de toute façon aujourd'hui moi elle est en graine et c'est comme ça. Eh ben non, lorsque tu vas nager et que tu te mets à courir ou faire un peu de vélo et tu observes les effets positifs de ce que ça produit, je te dis en fait clairement moi, ça fait partie des choses qui me recentrent et qui me recadrent. C'est du temps avec ma famille aussi, bien sûr. Alors moi j'aimerais qu'on parle maintenant de Rayonne, ton 4e et dernier album, exactement. Qui va sortir ou qui est sorti. Alors qui est sorti sur les plateformes digitales. D'accord. Et qui va sortir à La Réunion la semaine prochaine. D'accord. Voilà. On est pile dans l'actualité. Tout à fait. Alors, parle-nous un petit peu rapidement. On a compris le sujet, ce qui t'a inspiré à écrire, le fait de rayonner, de ce que tu peux inspirer et apporter à ce monde. Alors, cet album, il est né vraiment de cette question. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui bout au fond de moi et comment est-ce que je peux faire pour le faire rayonner ? Et alors ce petit clin d'œil avec le mot réunionnais, rayonner, j'ai eu envie de faire ce petit clin d'œil aussi parce que je suis convaincu que tous les Réunionnais, avec cette chance qu'on a de vivre dans une bulle multiculturelle, on a tous quelque chose à apporter au monde. Et même les gens qui sont venus vivre quelque temps à La Réunion, qui sont de n'importe où dans le monde, ils ont pu le voir, ils ont pu s'en inspirer. Et ils peuvent le rapporter et le faire rayonner ailleurs. Ça, c'est pour le titre de l'album et la chanson qui donne son nom. Et en fait, cet album, il est construit sur plein de chansons qui sont finalement des déclinaisons de cette question. À quel niveau est-ce que je peux creuser pour trouver le bonheur, en fait. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une question sur l'identité ? Est-ce qu'au quotidien,
c'est des petites choses que je ne fais pas ou que je pourrais faire pour aider les autres, pour me sentir plus utile. Est-ce que c'est au niveau des relations avec ma famille qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que je pourrais y travailler un peu plus pour être davantage épanoui, pour ne rien regretter lorsque malheureusement le temps passe et que tu te dis si j'avais passé plus de temps avec telle ou telle personne, si j'avais été davantage présent. Voilà, essayer d'anticiper par rapport à ma petite expérience de vie. Je suis quasiment arrivé à la moitié, là, si bon Dieu m'a pitié. Essayer d'anticiper pour faire en sorte que les années que je vais vivre jusqu'à mon dernier souffle soient des années de rayonnement uniquement. Des années où je vis bien chaque jour et où je n'ai pas de coups de blues, de coups de barre, de coups de tristesse comme ça a pu m'arriver très souvent. Et voilà, et des années de partage, quoi. Donc, voilà, donc là-dessus, forcément, je m'interroge aussi au-delà de ce microcosme de la Réunion. Je m'intéresse à l'écologie et à travers une chanson qui s'appelle Bataille, notamment, une chanson dans laquelle j'invite chacun à s'interroger à qu'est-ce qu'il peut faire, chacun à son niveau, pour contribuer à une évolution positive de la planète. Une chanson qui s'appelle Assoir, dans laquelle je le dis, c'est grâce aux personnes qu'il y a autour de moi, c'est grâce à l'entourage proche et moins proche, même une personne que tu rencontres par hasard sur une soirée et avec qui tu discutes, c'est grâce à toutes ces personnes-là et ces interactions que je me sens vivre et qui me font sortir d'une forme de tristesse ambiante qui peut être générée par le flot d'informations auquel on est soumis, voilà, et qui nous font diverger de l'essentiel, qui nous polluent, mais pour autant qui font partie des choses essentielles aujourd'hui, parce que si tu es totalement étranger à l'information, tu te retrouves un peu ermite ou un peu exclu des échanges. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Et voilà, donc j'essaie de parler j'essaie d'évoquer tout ça. Parler aussi de ces personnes qui, dans notre vie, à un moment ou à un autre, sont les phares, là, les lighthouses, là, comme on dit en anglais, ces phares qui nous permettent de retrouver notre chemin dans cet océan noir là. Comment faire pour redonner du sens à notre parcours et comment est-ce qu'on peut nous aussi à notre niveau être un phare, être une lumière, un fanal aussi, comme on dit en créole, pour d'autres personnes. Et voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de rayonner. Que j'ai envie de rayonner, c'est ça. Tu parlais de bonheur. Rapidement, ta définition, est-ce que tu en as une ? C'est le partage. Voilà, pour moi, être heureux, la définition du bonheur, c'est partager ce que je suis avec les personnes que j'ai autour de moi. Je crois que c'est très, très égocentré, mais parce que finalement, ce qui m'embête, c'est que trop souvent, on se dit à cause de toi, je ne suis pas heureux. Et j'ai envie simplement, moi, de recentrer le truc. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle et des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on va pouvoir contrôler à notre façon, si on arrive à prendre le recul suffisamment sur ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, Mathias, et qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc le bonheur, c'est une question de soi avant tout, envers soi-même. C'est ça. C'est ce que je ressens personnellement. Je me trompe peut-être, mais clairement, il y a une espèce de main invisible comme ça qui va faire que si tu cherches à être heureux toi et que ton voisin et ta voisine et tout le monde cherchent à être heureux,
il y a un espèce de bonheur collectif un égrégore. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de croire en ça. Et donc j'en profite tant que je crois en ça, je le raconte et je le dis. En tout cas, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, Thias. Merci. Moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui est gaillard dans ta vie aujourd'hui ? La liberté d'écrire, de raconter, la liberté de pouvoir partager et la liberté de me sentir à ma place. Parce que voilà, je me suis longtemps pas senti à ma place et c'est un travail d'une demi-vie là qui me fait du bien. Donc ça c'est gaillard quand on lève le matin et on dit un tel a besoin de moi, je fais du bien à un tel. Tu peux pas rendre tout le monde heureux, c'est sûr. Y a des situations sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Ouais. Mais par contre, il est quand même bien gaillard de dire que voilà, j'ai cette place privilégiée là dans la société et j'arrive à profiter moi du chant des oiseaux. Je suis quand même chanceux dans ce monde-là. Ouais. Mais c'est gaillard, tu es à ta place et tu rayonnes. Merci Mathias. J'essaye en tout cas. Merci à toi pour le rayonnement. Allez. Merci Émilie.